Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec le Michel Simès du MotoGP, j'ai l'impression de faire C'est pas sorcier. Michel Simès, non toi t'es plutôt docteur en informatique. Ouais, pas docteur en médecine effectivement. Mais si je te dis ça, c'est parce qu'on va parler de dopage en MotoGP, sujet brûlant en ce moment avec Iannone. Ma question c'est, ok bon admettons on se dope en MotoGP, mais pourquoi en fait, pour améliorer quoi? Déjà, par définition, c'est améliorer ses performances physiques. Donc, voilà, donc prendre des produits dopants pour pouvoir être plus performant. Mais il y a aussi le but, c'est aussi derrière de pouvoir récupérer plus facilement, Oui, voilà, de pouvoir être plus lucide à terme, pour être plus lucide sur la moto, pour pouvoir après repousser ses limites, pouvoir réfléchir autrement, pouvoir aborder une course différemment. Donc voilà, je pense que voilà, c'est. Je vais tenter pour aller sur le périph' un peu plus rapidement. Je pense qu'il faut être très lucide. Je plaisante, bien sûr. Il faut être très lucide pour rouler sur le périph', ça c'est clair. Et alors, il y a quoi comme produit? Voilà, produits qui sont prohibés, bien sûr. Bien sûr, il y a toute une liste qui est diffusée, qui est mise à jour chaque année. Les pépitos. Les granolas. Donc il y a une liste de produits qui sont mis à jour, qui est mise à jour chaque année par la FIM, mais aussi par rapport aux standards de la lutte antidopage mondiale. Et donc parmi les plus connus, il y a l'EPO, les hormones de croissance. Voilà, mais après il y a aussi d'autres types de dopage plus subtils, ce qu'on appelle la transfusion sanguine. Donc c'est quelque chose qui est un peu connu. L'idée c'est de pouvoir prélever son sang avant le début de la saison, de faire le plein de globules rouges et puis après de le prélever. Et une fois qu'on est un peu fatigué durant la saison, de refaire une transfusion pour pouvoir récupérer, faire un petit. Je vais prendre une pomme de O+, s'il vous plaît, pour la 4. La happy hour. Happy hour. Ok. Donc voilà, et ça c'est plus difficilement décelable parce que du coup c'est son propre sang, il n'y a pas de produit dopant dedans, et donc c'est pour ça qu'en fait la FIM a mis en place l'année dernière, si je me trompe pas, ce qu'on appelle un passeport biologique de l'athlète. Donc l'idée c'est de pouvoir suivre le plus scrupuleusement le sportif, et donc le pilote là, en l'occurrence, et de pouvoir établir ce qu'on appelle un passeport. Donc l'idée c'est de pouvoir dire si à un moment donné un contrôle et un truc qui se passe mal, dire attends, au lieu de crier au loup, de pouvoir dire qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi d'un seul coup il y a un pic de globules rouges. Donc là du coup il y a une enquête un peu plus approfondie. Mais ça veut dire que donc pour le test antidopage, pour dépister, ça se fait par l'urine ou par j'arrive plus à parler. Analyse sanguine. Voilà, analyse. Non, en fait, d'abord c'est après chaque Grand Prix, après chaque épreuve, après chaque épreuve. Sur certaines épreuves, certains pilotes sont tirés au sort, donc c'est vraiment aléatoire. Et c'est un test. Ouais, c'est à toi. C'est un test d'urine. Donc là, typiquement, si on prend le cas d'Iannone, c'était après le Grand Prix de Malaisie. Et donc c'est un test urinaire. Et quand il peut y avoir un doute, bien évidemment, on peut effectivement demander un test sanguin pour pouvoir approfondir et voir, ou confirmer, ou au contraire dire que c'était une fausse alerte, un faux positif par exemple. D'accord. Donc voilà. Et donc maintenant, admettons, tu t'es fait piquer, petit jeu de mots sympa, et tu t'es fait contrôler positif. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben écoute, première chose, c'est soit le pilote accepte et donc il reconnaît les faits, et donc auquel cas il plaide coupable. À l'américaine. Soit effectivement il a recours à son échantillon B, parce qu'il y a 2 échantillons qui sont prélevés, et pour une contre-analyse fait par une contre-analyse. Bien évidemment, ça permet de soit confirmer ou pas, et quoi qu'il en soit, de toute façon, si c'est positif, ou si le coureur ne demande pas l'échantillon B, cette affaire est portée à la cour disciplinaire de la FIM. Et donc là, le pilote est entendu. Il peut défendre son cas, dire ce qui s'est passé, pourquoi cette substance s'est retrouvée dans son organisme. Là, c'est ce qui peut arriver à Iannone, ou c'est ce qui est déjà décidé ou pas? C'est ce qui, ça dépendra du résultat de l'échantillon B, mais je pense. Oui, parce qu'en fait, on a une information, mais pour l'instant, rien n'est confirmé là-dessus. Non, bien sûr, parce que de toute façon, c'est pour ça qu'il a recours à son échantillon B. Donc voilà, si l'échantillon B montre qu'en fait c'est faux, il n'y a pas besoin de crier au loup. Par contre, si effectivement il y a présence de ce produit dopant, et là il va falloir qu'il explique son cas en slip devant tout le monde. Non, comme sur les réseaux sociaux. Alors bon, excusez-moi les gars, mais l'idée après derrière, c'est de réduire éventuellement la peine, voire selon les cas de l'annuler, bien sûr, parce que ça peut arriver. Et si bien évidemment
la cour disciplinaire décide qu'il y a sanction, le pilote peut ensuite porter cette affaire au tribunal arbitral du sport pour pouvoir, au TAS, pour pouvoir après faire appel. Et donc, voilà. Mais pendant ce temps, le pilote est sanctionné. Donc, Oui, la situation est compliquée pour l'instant. On n'a pas toutes les informations. La présomption d'innocence aussi, très important. Il y a eu des cas ou pas? Le cas le plus récent, on va dire, c'est celui d'Anthony West. Ça a encore couru jusqu'à l'année dernière, si je ne me trompe pas. Lui s'était fait prendre après le Grand Prix de France 2012 et il a essayé de se défendre. Il a mangé une rillette. Il y a un truc qui ne va pas. C'est ça. Et puis après, il s'est fait reprendre. Donc il y a une récidive quand même derrière. Donc quand on lit l'audition de son de procès, alors je ne sais pas comment on appelle ça, il explique que c'est à son insu en fait qu'on lui a mis un produit dopant dans son verre pendant qu'il était parti aux toilettes, je crois. Et voilà, mais encore une fois, le pilote est responsable, même les athlètes sont responsables de ce qu'ils ingèrent. Donc même si effectivement c'est pas de sa faute. Oui, bien sûr. Oui. Maintenant, il faut vérifier tout ce que tu fais. Je l'avais vu avec Teddy Riner sur un reportage où il vérifiait toutes les. C'est pas de la paranoïa, c'est de vérifier à peine les bouteilles d'eau, si elles sont pas percées, tout ça. C'est pas. Voilà. Donc ça correspond à ça. Quoi. Exactement. Donc là, apparemment c'était un de ses potes qui l'avait vu dépressif et qui avait voulu l'aider en lui donnant un produit. Bon, sympa le pote. C'est cool. Donc voilà. Et donc ça s'est passé jusqu'à l'année dernière. Je sais pas ce qu'il en est. Il faudrait revoir, mais. Voilà, donc c'est le cas le plus récent, mais après il y a eu des cas, par exemple au début des années 2000 avec Noriyuki Haga en Superbike, et puis un petit peu avant, dans les années 90 avec Anthony Gobert. Je crois que c'est le premier cas de tu ressors des noms là, c'est bon ça. Non mais c'est vrai, c'est un petit côté vintage, ça fait du bien d'entendre ces noms. C'est pas vrai. Je crois que c'était l'un des premiers, voire le premier cas de dopage en catégorie Rennes. Donc voilà, donc c'est pour dire quand même que notre discipline Superbike ou MotoGP reste quand même ce sont quand même des disciplines assez clean. Et est-ce qu'il va y avoir quand même des évolutions à l'avenir? Est-ce que tu as des infos là-dessus sur le... Écoute, là déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a alors des évolutions, oui, parce que je te parlais du passeport biologique du pilote qui est mis en place par la FIM, et puis après il y a la FIM aussi est en relation avec donc l'Agence mondiale antidopage, et derrière il y a le programme, ce qu'on appelle le programme Adams. Donc la FIM, alors je vais poser la question à Loris Baz, qui m'a dit qu'en fait les pilotes sont tirés au sort, donc on peut y adhérer volontairement, mais on peut aussi y adhérer, on doit y adhérer quand on est tiré au sort. Tu es obligé de suivre ce programme-là sur une année. C'est ça, sur une année. Donc qu'est-ce que c'est que ce programme? C'est il consignait tout son emploi du temps à la minute près, se soumettre à des contrôles antidopage inopinés. Ça peut être chez soi, le matin, ça peut être à l'entraînement. En boîte de nuit. Ça peut être partout. C'est pour ça que vraiment tu dois se mettre où est-ce que tu te trouves tout le temps. Donc c'est vrai que c'est assez contraignant, mais bon après c'est comme si tu avais le bracelet du shérif au pied, quoi. Ouais, je pense que c'est un peu ça, cette sensation-là. Donc c'est vrai que c'est contraignant, mais ça permet de montrer qu'on est clean et voilà. Donc les évolutions, effectivement, l'idée, c'est toujours comme je te disais, le passeport biologique, ça te permet vraiment de suivre le pilote tout le temps. Tu peux pas le soumettre à des contrôles vraiment aléatoires, mais de pouvoir le suivre et donc s'il y a un souci, de pouvoir déceler en amont peut-être quelque chose qui se passe. Ok. Merci pour toutes ces informations, c'était très intéressant. C'est un sujet très vaste. Personnellement, moi, je vais aller me doper avec du VIX parce que je suis un peu enrhumé. Donc voilà. Ça pique les yeux, fais gaffe. Oui, un petit peu aussi. Merci à tous et bisous. Ciao. Connard.